All rise. Veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Le juge président, bonjour à tout le monde. Madame la greffière d'audience, veuillez citer l'affaire. La greffière d'audience, merci Monsieur le Président. Madame, Monsieur les juges, la situation en République démocratique du Congo. Dans l'affaire, le procureur contre Bosco Taganda. Référence de l'affaire ICC 01 04 02 06 et nous sommes en audience publique. Le Président, je vous remercie Madame la greffière d'audience. Je souhaiterais, dans un premier temps, souhaiter la bienvenue aux parties, aux participants ainsi qu'à l'accusé, M. Bosco Taganda. J'aimerais également souhaiter la bienvenue à tous ceux qui suivent cette audience dans la galerie du public ou sur Internet. Et avant de m'intéresser à l'essentiel, je souhaiterais que les parties se présentent pour le compte-rendu d'audience ainsi que pour le public. Et nous allons commencer par l'accusation. Madame Bensouda. Merci, Monsieur le Président. Madame, Monsieur les juges, le bureau du procureur est représenté par Madame Nicole Sanson, premier substitut du procureur, Julieta Solano, substitut du procureur, Diane Looping, substitut du procureur, Eric Iverson, substitut du procureur, Marion Rabani, substitut du procureur adjoint, Rens van der Verf, substitut du procureur adjoint, Sim Christie, substitut du procureur adjoint, Claudine Umurungi, juriste adjointe, Paola Saki, juriste adjointe, Selam Yirgou, gestionnaire chargé du dossier, et moi-même, Madame Fatou Bensouda, la procureure. Le Président, je vous remercie. Qu'en est-il de la défense? Bonjour, honorable juge, et bonjour à toutes les personnes présentes dans la salle d'audience, représentant Bosco Taganda, qui est présent avec nous ce matin, Madame Camille Divet, Madame Raïja Mouslimani, Monsieur Benjamin Naudet, Madame Daria Machetti, Madame Sandrine de Sénat, Madame Margot Portier, Madame Chloé Grandon, Maître Didas Nirinkwaya, Maître Christopher Gosnell et moi-même, Stéphane Bourgon. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Bourgon. Je me tourne vers la représentation légale des victimes, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Les anciens enfants soldats sont représentés par Alejandro Kiss, par Anna Bonini et par moi-même, Sarah Pellet, conseil au bureau du Conseil public pour les victimes. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Madame, Monsieur le juge. Les victimes des attaques sont représentées par Anne Grabowski, juriste associée, Chérine Luzeizou, conseil sur le terrain, et moi-même, Dimitri Souproun, conseil au bureau du Conseil public pour les victimes. Thank you, Ms. Pallas. Le Président, je vous remercie, Madame Pellet et Monsieur Souproun. Qu'en est-il du greffe? Merci, Monsieur le Président. Le greffe est représenté par Jamila Soupien, juriste associé, ainsi que par moi-même, Monsieur Peter Lewis, greffier. Le Président, je vous remercie. Monsieur
le greffier. Et je vous dirais que la Chambre est composée par Madame la juge Ozaki qui se trouve à ma droite, Monsieur le juge Chang Ho-chung qui se trouve à ma gauche et moi-même, le juge président Robert Fremer. Et nous avons nos juristes qui sont avec nous aujourd'hui. Depuis la gauche, Madame Nicole Fitzsimmons, puis Madame Esther Sabel, Madame Marianne Sarako, Monsieur Roger Bartels, Madame Raluca Rakashan, ainsi que Monsieur Grabovets. La Chambre de première instance 6 de la Cour pénale internationale rend son jugement dans l'affaire Le Procureur contre Bosco Ntaganda. Le jugement compte 554 pages et 3 annexes. Je vais vous donner lecture du résumé qui sert à exposer les conclusions du jugement qui sont les plus pertinentes pour le public. Le jugement écrit dans lequel l'analyse des éléments de preuve et des raisonnements de la Chambre sont énoncés en détail est le seul document faisant autorité et la version intégrale du jugement est rendue publique ou sera rendue publique dès la fin de cette audience. Je commencerai par faire un bref rappel de la procédure. Une enquête sur la situation en République démocratique du Congo, la RDC, a été ouverte en juin 2004 après que la RDC a elle-même renvoyé la situation à la Cour. Un premier mandat d'arrêt a été délivré contre M. Bosco Ntaganda le 22 août 2006, puis un second le 13 juillet 2012. Après s'être volontairement rendu à la Cour le 22 mars 2013 et avec la coopération des États-Unis, et M. Ntaganda avait pénétré dans l'ambassade des États-Unis, et M. Ntaganda a été transféré à la Cour. Puis une audience de confirmation des charges a eu lieu du 10 au 14 février 2014 et le 9 juin 2014, la Chambre préliminaire 2 a confirmé la plupart des charges que l'accusation avait présentées contre M. Bosco Ntaganda. Après la confirmation des charges, l'affaire a été déférée à la présente Chambre. Après la confirmation des charges, mais avant le début de la phase de première instance, Bosco Ntaganda a changé son équipe de défense, à la suite de quoi un délai supplémentaire a été accordé à l'équipe nouvellement constituée pour qu'elle prenne connaissance du dossier. Le 2 septembre 2015, le procès s'est ouvert avec la lecture des charges à l'accusé et les parties et participants ont présenté leurs déclarations liminaires. Au fil des 248 jours d'audience, la Chambre a entendu 102 témoins appelés à la barre par l'accusation, par la défense ou au nom des victimes. 1791 pièces ont été admises comme éléments de preuve. 2129 victimes ont été autorisées à participer à ce procès. Et outre plusieurs victimes qui ont déposé devant la Chambre en qualité de témoins, 5 victimes supplémentaires ont présenté en personne leurs vues et préoccupations. Au cours de la phase de première instance, la Chambre a rendu 347 décisions écrites et 257 décisions orales. Après la présentation des éléments de preuve, la Chambre a reçu les conclusions écrites des parties et des représentants légaux des victimes, soit au total plus de 1400 pages. Du 28 au 30 août 2018, les parties et les participants ont exposé leurs conclusions finales, après quoi la Chambre a délibéré pour parvenir au présent jugement. Je vais maintenant aborder les charges confirmées. Cette affaire concerne le comportement qu'aurait eu Bosco Ntaganda en tant que membre de l'Union des patriotes congolais, auquel je ferai référence dorénavant en l'appelant l'UPC, et de sa branche militaire, les Forces patriotiques pour la libération du Congo,
auxquels je ferai référence en les appelant les FPLC. Au cours des événements survenus dans le district de l'Ituri en RDC du 6 août 2002 au 31 décembre 2003 ou vers ces dates. Outre le comportement allégué en rapport avec la conscription et l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans l'UPC et les FPLC, et le fait de les faire participer à des hostilités qui se seraient produites tout au long du cadre temporel des charges, les accusations portées contre M. Bosco Ntaganda concernent une série d'attaques menées contre des villes et des villages dans 2 collectivités au cours de 2 périodes déterminées. Les attaques contre les villes et villages de la collectivité des Banyali Kilo auraient eu lieu entre le 20 novembre 2002 et le 6 décembre 2002 ou vers ces dates. Alors que les attaques visant à la collectivité des Walendu Jatsi se seraient produites du 12 au 27 février 2003 ou vers ces dates. La responsabilité de M. Bosco Ntaganda est mise en cause sur la base de différents modes de responsabilité pour 18 chefs d'accusation, dont 5 chefs de crimes contre l'humanité et 13 chefs de crimes de guerre, à savoir chefs 1 et 2. Meurtre et tentative de meurtre en tant que crime contre l'humanité. Chef 3. Attaque intentionnelle dirigée contre des civils en tant que crime de guerre. Chef 4, 5 et 6. Viol en tant que crime contre l'humanité et en tant que crime de guerre. Chef 7, 8 et 9. Esclavage sexuel en tant que crime contre l'humanité et en tant que crime de guerre. Chef 10, persécution en tant que crime contre l'humanité. Chef 11, pillage en tant que crime de guerre. Chef 12, transfert forcé de population en tant que crime contre l'humanité. Chef 13, fait d'ordonner le déplacement de la population civile en tant que crime de guerre. Chef 14, 15 et 16, fait de procéder à la conscription et à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans et de les faire participer activement à des hostilités en tant que crime de guerre. Chef 17, attaque contre des biens protégés en tant que crime de guerre. Et chef 18, destruction de biens de l'ennemi en tant que crime de guerre. L'article 74 dans son paragraphe 2 du statut de Rome de la Cour pénale internationale, auquel je ferai référence en le nommant le statut, impose à la Chambre de rester dans les limites des charges confirmées. Ces limites sont définies dans la décision relative à la confirmation des charges, mais cela n'exclut pas que d'autres documents connexes puissent également contenir des informations supplémentaires sur les charges telles que confirmées par la Chambre préliminaire. La norme 52B du règlement de la Cour prévoit que le document contenant les charges comprenne l'exposé des faits, indiquant notamment quand et où les crimes auraient été commis et fournissant une base suffisante en droit et en fait pour traduire la personne en justice. La Chambre a évalué au cas par cas si les charges sont suffisamment précises pour être conformes à la norme 52B en tenant notamment compte de la nature du crime reproché et des circonstances de l'affaire. En vertu de l'article 66 du statut, l'accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie, et c'est au procureur qu'il incombe de prouver sa culpabilité. Pour que l'accusé soit déclaré coupable, chaque élément de l'infraction qui lui est reproché doit être établi au-delà de tout doute raisonnable. Toutes les constatations de la Chambre qui sous-tendent ces conclusions juridiques sont donc établies au-delà de tout doute raisonnable.
pour déterminer s'il avait été satisfait à la norme applicable en matière de preuve, la Chambre a mené une évaluation globale et examiné tous les éléments de preuve ensemble. Lorsque les éléments de preuve permettaient de parvenir à plusieurs conclusions, la Chambre a opté pour la conclusion la plus favorable à l'accusé. L'accusation a présenté différents types d'éléments de preuve pour incriminer l'accusé. Nombre de ces témoins se sont vus accorder des mesures de protection conformément à l'obligation de la Chambre de veiller à la sécurité, au respect de la vie privée et au bien-être psychologique des témoins, énoncés à l'article 68 du statut ainsi qu'à la règle 87 du règlement de procédure et de preuve. Ces témoins comprenaient des témoins dits privilégiés, à savoir d'anciens membres de l'UPC, FPLC, et tant des soldats que des personnes ayant occupé des fonctions militaires. Il faut savoir que nombreux furent les témoins qui ont pu témoigner à huis clos et ont pu bénéficier des mesures de protection, ce qui fait que cela n'a pas pu être suivi par le public. Donc, ni par le public dans la galerie du public, ni en ligne. Et il faut savoir que pour ce qui est des témoins dits privilégiés et de certains de ces soldats qui ont témoigné qu'ils avaient moins de 15 ans à l'époque des faits. Outre les témoins privilégiés, la Chambre a entendu des témoins des faits qui ont parlé de ce qui leur était arrivé à eux ou à des membres de leur famille ou de leur communauté au cours des attaques menées contre les villes et les villages. Plusieurs de ces témoins sont également des victimes qui participent à la procédure. Se fondant sur les arguments des parties et des participants ou sur ses propres observations, la Chambre a identifié un certain nombre de questions nécessitant que la crédibilité de certains témoins soit examinée au cas par cas. Pour évaluer la crédibilité des témoins, la Chambre a examiné la situation de chacun d'eux, notamment la relation que le témoin pouvait avoir avec l'accusé, son âge, son éventuelle participation aux événements en cause, ses possibles préjugés favorables ou défavorables envers Bosco Ntaganda, ou toute raison qui pourrait le pousser à dire la vérité ou à faire un faux témoignage. La Chambre a également tenu compte du fait que les charges se rapportent à des événements survenus il y a relativement longtemps, à savoir en 2002 et en 2003. Certains témoins étaient très jeunes à l'époque considérée et ou ont été traumatisés et ils peuvent par conséquent avoir connu des difficultés particulières pour restituer les faits de manière entièrement cohérente, complète et logique. La Chambre s'est appuyée sur les dépositions de témoins au sujet desquels elle avait quelques réserves quant à leur crédibilité, mais seulement dans la mesure où elles étaient corroborées par d'autres éléments de preuve fiables. La crédibilité de certains témoins a toutefois été contestée à un point tel qu'il n'a pas été possible de s'appuyer sur leurs déclarations, même si certaines parties de leurs témoignages étaient corroborées par d'autres éléments de preuve. Certains aspects des témoignages n'ont pas été pris en considération, notamment dans le cas de quelques témoins qui auraient eu moins de 15 ans au moment de leur recrutement par l'UPC-FPLC compte tenu de leur âge. La défense a cité 19 témoins, dont un certain nombre se sont également vus accorder des mesures de protection. L'un des témoins de la défense n'était autre que l'accusé lui-même qui a témoigné pendant 30 jours. Le témoignage de M. Bosco Ntaganda a été détaillé et exhaustif et a porté sur toutes les questions pertinentes en l'espèce. Comme vous pourrez le voir tout au long de ce jugement, la Chambre a toujours tenu compte de son témoignage et, le cas échéant, s'est appuyée sur celui-ci pour faire ses constatations.
Ce faisant, elle a évalué la valeur probante du témoignage de M. Bosco Ntaganda dans le contexte de la totalité des éléments de preuve. Lorsque le témoignage de M. Bosco Ntaganda était contredit par d'autres éléments de preuve, elle a également tenu compte, au cas par cas et lorsque nécessaire, de la possible motivation de M. Bosco Ntaganda à fournir des éléments de preuve à décharge dans le cadre de l'ensemble des éléments de preuve pertinents. Concernant certains aspects importants des charges, la Chambre a conclu que le témoignage de Bosco Ntaganda était réfuté par d'autres éléments de preuve crédibles et fiables. Divers témoins experts ont témoigné devant la Chambre, tant des psychologues qui ont témoigné au sujet de l'impact du traumatisme sur la mémoire des témoins, que des médecins légistes qui ont analysé les fragments d'os et de dents recueillis dans des tombes découvertes dans la zone concernée. Le cas échéant, la Chambre s'est appuyée sur les éléments de preuve fournis par ces experts, bien que principalement à des fins de corroboration ou pour éclairer le contexte. La Chambre a également reçu de nombreux rapports rédigés par des organisations internationales ou non gouvernementales. Les auteurs de certains de ces rapports ont comparu devant la Chambre. Celle-ci a fait preuve de prudence dans l'évaluation de ces documents, consciente des diverses contestations formulées par la défense et du fait que les informations sur lesquelles ils se fondaient n'avaient pas été recueillies aux fins d'une enquête criminelle et que certaines garanties faisaient défaut. La Chambre a accordé plus de poids au rapport quotidien de la MONUC, rédigé à la même époque que les événements survenus au cours de la période couverte par les charges. Je vais maintenant aborder les conclusions principales de la Chambre. Cette affaire, le procureur contre Bosco Ntaganda, concerne des violences commises dans le district de Lituri, qui se trouve dans la province orientale, dans le nord-est de la RDC et jouxte l'Ouganda. Ce district compte entre 3,5 et 5,5 millions d'habitants et a Bunia pour capitale. Lituri est un district fertile et riche en ressources naturelles que nombre d'acteurs venus tant de la RDC que de l'étranger ont cherché à exploiter au fil des années. La RDC compte de nombreux groupes ethniques différents sur son territoire. Le seul district de Lituri en compte environ 18, dont les Lindous, les Ngiti et les Ema, et y compris les Guéguéré ou les Ema du Nord, un sous-groupe Ema. L'UPC, le groupe dont Bosco Ntaganda était membre, a été officiellement créé en septembre 2002, mais existait auparavant en tant qu'entité politique. Au début, les activités du groupe étaient limitées, car certains de ses principaux dirigeants étaient toujours membres d'autres mouvements, en particulier du RCD-KML. Après la scission du RCD-KML en avril 2002, le groupe est devenu actif sous le nom de FRP. Thomas Lubanga, qui deviendra le président de l'UPC, comptait parmi les dirigeants du FRP. Ceux-ci devinrent les chefs politiques de l'UPC-FPLC dès sa création officielle en septembre 2002. À la fin de l'année 1999 et au début de l'année 2000, Bosco Ntaganda a fondé un groupe armé appelé la Chui Mobile Force, composé principalement de dissidents de la branche militaire du RCD-KML, dénommé l'APC. Outre M. Bosco Ntaganda, qui en était le chef, la Chui Mobile Force comprenait des hommes tels que Floribert Kisembo et Nduru Chaligonza, qui sont devenus plus tard des membres des FPLC, future branche militaire de l'UPC. Les membres de la Chui Mobile Force étaient principalement Ema et Tutsi. Ils avaient quitté l'APC car ils estimaient que ce groupe armé se rangeait du côté des Lindous et faisait preuve de discrimination envers les Ema.
Vers le mois de mai 2002, les FPLC, nouvelle branche militaire de l'UPC, ont commencé à recruter activement et à former des recrues au camp d'entraînement de Mandro. En juillet 2002, elles se sont procurées suffisamment d'armes, livrées parfois aériennes depuis le Rwanda, pour armer l'ensemble des 1800 à 2000 recrues présentes à cette époque à Mandro. Au début du mois de septembre 2002, le président de l'UPC, M. Thomas Lubanga, a officiellement établi les FPLC comme branche armée de l'UPC. Thomas Lubanga était lui-même le commandant en chef des FPLC. Il a nommé Floribert Kisambo au poste de chef d'état-major général et Bosco Taganda au poste directement en dessous de chef d'état-major adjoint chargé des opérations et de l'organisation. L'accusé a occupé ce poste jusqu'au 8 décembre 2003, date à laquelle Thomas Lubanga a limogé Floribert Kisambo et nommé Bosco Taganda chef d'état-major à sa place. La structure organisationnelle des FPLC s'apparentait à celle d'une armée conventionnelle, se caractérisant par une subdivision géographique et une répartition en brigades et bataillons, ainsi qu'en unités plus petites. Les FPLC utilisaient des systèmes de communication divers et les ordres étaient communiqués par radio et consignés dans des registres. Dans les centres d'entraînement, les recrues de l'UPC-FPLC étaient formés au maniement des armes tant lourdes que légères. S'agissant des armes lourdes, les recrues et les soldats de l'UPC-FPLC ont aussi été formés au Rwanda. À la fin de leur formation, les recrues recevaient une arme individuelle. Pendant la période concernée, l'UPC-FPLC a été impliqué dans des combats avec plusieurs acteurs armés qui, comme elle, étaient suffisamment organisés pour être considérés comme des groupes armés organisés. La période comprise entre le mois d'août 2002 et l'été 2003 a été marquée par de violents combats et même en période d'accalmie, les affrontements armés ne cessaient jamais durablement. Bien qu'à divers moments les forces armées ougandaises fussent présentes sur le territoire de la RDC et dans une certaine mesure impliquées dans les combats, et que le Rwanda ait fourni un certain appui à l'UPC-FPLC, la Chambre a estimé que l'implication d'autres États ne s'apparentait pas à un contrôle global et ne permettait donc pas de qualifier le conflit d'international. Elle a conclu, dans le cadre de l'analyse des éléments contextuels des crimes de guerre visés aux alinéas C et E de l'article 8.2 du statut, que l'UPC-FPLC a été tout au long du cadre temporel des charges impliqué dans au moins un conflit armé non international avec une partie ennemie. S'agissant des éléments contextuels des crimes contre l'humanité, la Chambre a conclu que le comportement de l'UPC-FPLC contre la population civile ne découlait pas d'une décision non coordonnée et spontanée prise par des soldats individuels sur le terrain, mais qu'elle était le résultat recherché d'une stratégie conçue à l'avance, dans le cadre de laquelle la population lindoue était spécifiquement prise pour cible. Les crimes commis contre des civils l'ont été en application d'une politique de l'UPC-FPLC visant à attaquer et à chasser les civils lindous ainsi que les personnes n'étant pas considérées comme originaires d'Ituri. La Chambre a conclu que M. Bosco Taganda et d'autres chefs militaires de l'UPC-FPLC, notamment M. Thomas Lubanga et M. Floribert Kisambo, ont travaillé ensemble et ont convenu d'un plan commun visant à chasser tous les lindous des localités ciblées pendant leur campagne militaire contre le RCD-KML. M. Bosco Taganda et ses co-auteurs souhaitaient la destruction et l'éclatement de la communauté lindoue et voulaient s'assurer que les lindous ne puissent pas retourner dans les villages attaqués, notamment en commettant
contre les civils des meurtres et des viols et en s'en prenant à des biens publics et privés par des actes d'appropriation et de destruction. Compte tenu du mode d'organisation de l'UPC-FPLC et de la position des co-auteurs au sein de l'organisation, la Chambre estime que le comportement de ceux qui ont commis les crimes sur le terrain, à savoir les soldats de l'UPC-FPLC et dans certains cas des civils EMA, doit être imputé aux co-auteurs comme s'il s'agissait de leurs propres actes. S'agissant du comportement de M. Bosco Ntaganda, comme l'a relevé la Chambre précédemment, l'intéressé remplissait des fonctions militaires très importantes au sein de l'UPC-FPLC. Il était l'un des principaux dirigeants et la Chambre a jugé qu'il avait joué un rôle déterminant dans la capacité de l'UPC-FPLC de mettre sur pied un groupe armé puissant à même de chasser la population lindoue de certains secteurs. M. Bosco Ntaganda avait acquis une expérience approfondie des questions militaires durant les années précédant l'émergence de l'UPC-FPLC et son importance est visible, par exemple, dans le fait que c'est lui qui a mis au point la tactique qui a permis à l'UPC-FPLC de s'emparer du village stratégique de Mongwalu, là où il n'avait pas réussi à vaincre les combattants hindous dans le passé, à cet endroit. M. Bosco Ntaganda ralliait les troupes avant les combats, leur donnait des ordres directs, notamment pendant une partie des opérations, et faisait le bilan des opérations avec les troupes après les combats. En plus de donner les ordres directs, de prendre pour cible et de tuer des civils, M. Bosco Ntaganda approuvait le comportement criminel de ses soldats par son propre comportement. De plus, par ses propres actes, il montrait à ses troupes comment les ordres devaient être exécutés quant au traitement des civils hindous. Dans les rangs de l'UPC-FPLC, les compétences de M. Bosco Ntaganda étaient tenues en haute estime et sollicitées, notamment lorsqu'il s'agissait de planifier et d'organiser les opérations militaires. La campagne militaire de l'UPC-FPLC, qui a fait suite à la prise de Bunia par l'UPC-FPLC, reposait en grande partie sur la participation et l'engagement personnel de Bosco Ntaganda comme l'un des cadres militaires de haut rang les plus expérimentés et respectés au sein du groupe. I will now turn to conduct against children under the age of 15 who were part of or associated with the UPC-FPLC. À compter de juin 2002, M. Bosco Ntaganda a participé à des campagnes de recrutement à grande échelle menées par l'UPC-FPLC. À 3 occasions au moins, il a invité les jeunes à rejoindre les rangs de l'UPC et FPLC et à suivre un entraînement militaire. Il a également déclaré que parents et familles devaient mettre leurs enfants à la disposition du groupe. Entre août 2002 et juin 2003, l'UPC-FPLC a recruté, entraîné et déployé des enfants âgés de moins de 15 ans. Les soldats de l'UPC-FPLC étaient tous traités de la même manière. Ceux âgés de moins de 15 ans étaient menacés et punis et subissaient des violences physiques comme les autres recrues et soldats. Ils portaient un uniforme ou une partie de celui-ci qui était souvent trop grand pour eux, et ils avaient des armes telles que des AK-47. Ils participaient aux opérations de combat et étaient utilisés comme gardes du corps ou soldats d'escorte personnelle par les commandants, y compris par Bosco Ntaganda. Il était de pratique courante de violer et de soumettre à d'autres formes de violence sexuelle les membres de sexe féminin de l'UPC-FPLC pendant leur service. La Chambre a constaté
que cela a été le cas d'au moins 3 filles âgées de moins de 15 ans qui ont toutes été violées à maintes reprises. J'en arrive maintenant au comportement pendant les attaques menées contre des villages et des villes entre août 2002 et mai 2003. Le 9 août 2002, l'UPC-FPLC en voie de formation a lancé avec l'UPDF un assaut contre la ville de Bunia, ce qui a conduit le gouverneur de Bunia de l'époque, le gouverneur Lopondo, à prendre la fuite avec un groupe de soldats de l'APC. Après avoir pris le contrôle de Bunia et des routes menant à cette ville dans les mois qui ont suivi, l'UPC-FPLC a attaqué les villages de Songolo, Zumbe et Komanda. Des meurtres et des actes de pillage ont été commis pendant et après ces attaques. Ce comportement dépasse le cadre des charges relatives à 2 opérations militaires menées contre des villes et des villages de la collectivité des Banyali Kilo en novembre 2002 et au début du mois de décembre 2002, ainsi qu'à l'opération militaire menée contre la collectivité des Walandu Jassi en février 2003. Cependant, les constatations de la Chambre concernant ces attaques sont importantes dans le contexte des actions de l'UPC-FPLC. Avant l'attaque menée par l'UPC-FPLC contre des villes et des villages de la collectivité des Banali Kilo, l'APC et les combattants lindous contrôlaient Mongwalu et Sayo. Le quartier général des combattants lindous se trouvait à Sayo. Mongwalu était aussi le siège de la société des mines d'or de Kilomoto. Vers le 9 novembre 2002, l'UPC-FPLC a tenté sans succès de s'emparer de Mongwalu. Par la suite, selon un plan mis au point par Bosco Ntaganda visant à attaquer la ville de 2 côtés, le 20 novembre 2002 ou vers cette date, l'UPC-FPLC a lancé l'assaut en utilisant sur le terrain des soldats armés de AK-47 et appuyés par des armes lourdes, y compris des enfants âgés de moins de 15 ans. Après avoir pris le contrôle de Mongwalu, l'UPC-FPLC s'est également emparé de Sayo et Dzebi. En février 2003, l'UPC-FPLC a lancé de manière coordonnée des attaques contre plusieurs villages dans la collectivité des Walansu Jatsi et a pris le contrôle des villages de Lipri, Tsili, Kobu, Bambu, Buli, Gola, Jitsu et Nyangarai, ainsi que de certains endroits alentours. En mai 2003, après le retrait de l'UPDF de la ville de Bunia, l'UPC-FPLC y a pris part à des combats auxquels ont participé des enfants âgés de moins de 15 ans. Après la prise d'un village ou d'une ville, les soldats de l'UPC-FPLC menaient ce que certains témoins ont appelé des opérations de ratissage. Pendant les opérations de ratissage à Mongwalu et Sayo, l'UPC a fouillé une par une les maisons et des personnes ont été enlevées, intimidées et à plusieurs occasions tuées. Les soldats de l'UPC-FPLC ont pillé divers biens comme des matelas et retiré les toits de certaines maisons. Rien n'indique que ces biens servaient un objectif militaire. Ils étaient apparemment utilisés à des fins personnelles. Dans le cadre de ces attaques, en particulier après la prise d'un village ou d'une ville, les soldats de l'UPC-FPLC détruisaient les maisons. Par exemple, à Sayo, Lipri, Tsili et Kobu, certaines maisons ont été brûlées, notamment celles au toit en chaume. Pendant ces attaques, les troupes tiraient à l'arme lourde sur les maisons. Bien qu'il soit resté debout, le centre de santé de Sayo a néanmoins essuyé également des tirs de l'UPC-FPLC. Certaines des femmes capturées par les soldats de l'UPC-FPLC ont été violées par ceux-ci. Plusieurs d'entre elles ont été tuées en tentant de résister lors des viols ou après leur agression. Après l'attaque contre Kilo,
L'UPC-FPLC s'en est prise aux Lindous dans le village, fouillant leurs maisons et tuant certains d'entre eux. Les corps des personnes tuées étaient jetés dans des tombes que les victimes avaient elles-mêmes creusées dans certains cas. Les victimes ne sont pas toujours mortes. Par exemple, une femme hindoue a témoigné qu'elle avait été détenue dans une fosse creusée à même le sol, à Kilo, après avoir été capturée alors qu'elle était partie chercher de l'eau. Le lendemain, un soldat de l'UPC-FPLC lui a tranché la gorge avant de l'abandonner, mais elle a survécu à ses blessures. Dans un camp de l'UPC-FPLC, établi après la prise de Mongwalu et appelé les appartements, les personnes enlevées étaient détenues et interrogées. La majorité des Hindous qui y étaient conduits étaient tués, tandis que les membres d'autres groupes ethniques étaient remis en liberté. Dans ce camp, Bosco Ntaganda lui-même a tué par balle l'abbé Bwanalonga, un homme d'âge avancé, officiant comme prêtre catholique dans la paroisse de Mongwalu. Des commandants de l'UPC-FPLC, dont Bosco Ntaganda, ont donné l'ordre à leurs troupes de se livrer au comportement qui a abouti au déplacement d'une grande partie de la population civile. La population a essuyé des coups de feu en tentant de fuir. Lors de l'attaque lancée contre Sayo, par exemple, Bosco Ntaganda a donné l'ordre à un soldat manœuvrant des pièces d'artillerie de tirer sur des personnes habillées en civil qui gravissaient en colonne une colline à l'égard du village et ne prenaient pas une part active aux hostilités. Pendant l'attaque menée par l'UPC-FPLC contre Mongwalu en novembre 2002, nombre de ceux présents dans la ville se sont enfuis pour se réfugier dans la brousse ou ailleurs. Plus tard, la population civile de Lipri, Tsili, Kobu et Kambu s'est elle-même aussi enfuie dans la brousse. Les ordres à l'origine du déplacement des civils ne visaient pas à assurer la sécurité de la population civile et n'étaient pas justifiés par des nécessités militaires. Dans la brousse, ceux qui avaient pris la fuite vivaient dans des conditions difficiles puisqu'ils n'avaient accès que de façon limitée à de la nourriture, des médicaments et des abris. Les Lindous ne pouvaient pas rentrer chez eux tant que l'UPC-FPLC contrôlait les villages concernés. Il convient de parler plus spécifiquement du massacre commis à Kobu. Après les assauts victorieux des soldats de l'UPC-FPLC contre Kobu et les villages environnants, des soldats placés sous le commandement de Salumu Mulenda ont, les 25 et 26 février 2003, ouvert ces dates, emmené des groupes de captifs dans des bâtiments à Kobu, dont l'un, d'après les témoins, était appelé le Paradiso. De nombreux captifs, des femmes, de même que certains hommes, ont été violés par des membres de l'UPC-FPLC, y compris par le commandant Mulenda. Peu après, des soldats de l'UPC-FPLC ont emmené au moins 49 captifs hors des bâtiments et les ont tués dans un champ de bananiers situé derrière le Paradiso ou à proximité de ce champ. Ils ont utilisé des bâtons et des matraques ainsi que des couteaux et des machettes. Les corps d'hommes, de femmes, d'enfants et de bébés ont été retrouvés dans le champ de bananiers les jours suivants. Les cadavres étaient nus, certains avaient les mains liées et d'autres la tête écrasée. Plusieurs corps avaient été éventrés ou avaient subi d'autres mutilations. Je vais maintenant évoquer les conclusions de la Chambre relatives à la culpabilité de M. Ntaganda. En ce qui concerne les conclusions de la Chambre relatives à la culpabilité de Bosco Ntaganda, 3 points méritent d'être soulignés. Premièrement, la Chambre a conclu que pour chacun des 18 chefs d'accusation, une partie au moins des charges était prouvée au-delà de tout doute raisonnable. Elle prononcera donc des déclarations de culpabilité pour les crimes y afférents. La Chambre n'a cependant pas été en mesure de se prononcer sur un certain nombre d'allégations.
Surtout, même si l'accusation avait initialement allégué que des crimes avaient été commis dans un certain nombre de villages et que la chambre préliminaire avait confirmé les charges y afférentes, l'accusation n'a pas présenté le moindre élément de preuve concernant certains endroits et elle n'a pas maintenu les allégations correspondantes dans son mémoire en clôture. Les lieux en question portent les noms de Goy, Langa, Minjo et Wada. Pour d'autres lieux, bien que l'accusation les ait évoqués dans son mémoire en clôture, la Chambre disposait de si peu d'éléments de preuve fiables qu'elle n'a pas pu tirer de conclusion. Les lieux en question sont plutôt Avetso, Dekpa, Tali, Midjo et Pili. Concernant Djouba, Kato et Diallo, la Chambre a seulement pu constater que la population avait pris la fuite, alors que d'autres crimes étaient reprochés dans les charges. Quant à l'attaque de l'UPC-FPLC contre Bunia en mars 2003, aucun élément de preuve crédible ou fiable n'a permis d'établir que des crimes avaient été commis par l'UPC-FPLC. Deuxièmement, comme indiqué plus haut, la Chambre a conclu qu'il n'avait pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable que certaines des personnes concernées, qui étaient membres de l'UPC-FPLC et qui, d'après l'accusation, étaient âgées de moins de 15 ans à l'époque des faits, avaient effectivement moins de 15 ans. En ce qui concerne ces allégations spécifiques, la Chambre n'a donc tiré aucune conclusion sur les charges se rapportant à l'incorporation d'enfants de moins de 15 ans dans l'UPC-FPLC. Troisièmement, la Chambre a conclu que certains faits établis ne pouvaient pas être qualifiés juridiquement de crimes au sens du statut. Par conséquent, Bosco Ntaganda n'est pas considéré comme responsable pour les allégations se rapportant aux 3 points submentionnés. Partant, il n'est déclaré coupable que des faits établis au-delà de tout doute raisonnable par la présente Chambre, comme indiqué plus haut. La Chambre a retenu la responsabilité pénale individuelle de Bosco Ntaganda au sens de l'article 25.3a du statut. Ce mode de responsabilité pénale signifie qu'une personne est pénalement responsable et passible d'une peine si elle commet un crime relevant de la compétence de la Cour, que ce soit individuellement ou conjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre personne, que celle-ci soit ou non pénalement responsable. La Chambre a considéré que Bosco Ntaganda était un auteur direct, au sens de l'article 25.3a, pour certaines parties des charges s'agissant de 3 des crimes, et un auteur indirect, également au sens de l'article 25.3a, pour les autres parties de ces 3 crimes, ainsi que pour les crimes restants. Bien que la Chambre considère que le comportement d'une personne puisse répondre aux éléments de plus d'un mode de responsabilité, elle n'estime pas qu'il soit opportun ou nécessaire de tirer des conclusions supplémentaires sur les autres modes de responsabilité tels que confirmés, puisqu'elle a conclu pour chacun des chefs d'accusation que Bosco Ntaganda était responsable en tant qu'auteur principal. Ayant appliqué à ces constatations de fait les éléments juridiques des crimes allégués, la Chambre conclut que Bosco Ntaganda est coupable des crimes suivants. Meurtre en tant que crime contre l'humanité, article 7.1a du statut, et en tant que crime de guerre, article 8.2c petit i du statut. En qualité d'auteur direct, article 25.3a, pour le meurtre d'un prêtre à Mongwalu lors de la première opération, et meurtre et tentative de meurtre en tant que crime contre l'humanité, article 7.1a, et en tant que crime de guerre, article 8.2c petit i, en qualité de co-auteur indirect, article 25.3a,
et 25.3F, s'agissant des meurtres et tentatives de meurtre suivants commis par des soldats de l'UPC-FPLC et s'agissant des personnes tuées à Mongwalu lors d'opérations de ratissage, par des civils EMA également, incluant le meurtre d'une femme devant le centre de santé de Sayo dans le contexte de la première opération, le meurtre de personnes à Mongwalu et à Sayo lors d'opérations de ratissage, ainsi que celui des personnes tuées dans le champ dit des appartements après leur interrogatoire dans le contexte de la première opération. Le meurtre de 2 Landou à Dzebi sur ordre de Bosco Ntaganda dans le contexte de la première opération. Le meurtre d'un Landou, d'un Giti et d'une femme Landou enceinte qui avait été détenue dans une fosse, ainsi que celui d'un Niali à Kilo dans le contexte de la première opération. Le meurtre à Kobu de 2 enfants qui prenaient la fuite pendant l'attaque et celui de personnes lors de l'opération de ratissage qui a suivi dans le contexte de la deuxième opération. Le meurtre de 9 patients de l'hôpital de Bambou et la tentative de meurtre d'un 10e dans le contexte de la deuxième opération. Le meurtre d'une femme qui tentait de se défendre lors d'un viol et celui d'une autre femme à Sanji dans le contexte de la deuxième opération. Le meurtre d'au moins 49 personnes dans un champ de bananiers proche du bâtiment du Paradiso à Kobu dans le contexte de la deuxième opération. Le meurtre de plusieurs hommes violés par des soldats de l'UPC-FPLC dans le contexte de la deuxième opération. Et la tentative de meurtre de 4 personnes qui ont comparu comme témoins devant la présente chambre dans le contexte de la première et de la deuxième opération. Fait de diriger intentionnellement des attaques contre des civils en tant que crime de guerre. Article 8.2e petit i du statut, en qualité de coauteur indirect à Mongwalu et à Sayo, dans le contexte de la première opération, et à Bambou, Jichu et Buli, dans le contexte de la deuxième opération. Viol en tant que crime contre l'humanité, article 7.1g du statut, et en tant que crime de guerre, article 8.2e petit 6, en qualité de coauteur indirect, article 25.3a du statut, pour le viol de femmes et de filles pendant et immédiatement après l'attaque de Mongwalu par l'UPC-FPLC. Pour celui de filles à Kilo dans le contexte de la première opération, ainsi que pour celui de femmes et d'hommes détenus à Kobu, de femmes à Sangji et d'une femme à Buli dans le contexte de la deuxième opération. Responsable d'esclavage sexuel en tant que crime contre l'humanité, article 7.1g, et en tant que crime de guerre, article 8.2e petit 6, en qualité de coauteur indirect, article 25.3a du statut, s'agissant d'une femme et d'une fille de 11 ans à Kobu et Buli, dans le contexte de la deuxième opération. Viol en tant que crime de guerre, article 8.2e petit 6, en qualité de coauteur indirect, pour le viol d'une fillette d'environ 9 ans au camp de Lingo, et viol et esclavage sexuel d'enfants soldats en tant que crime de guerre, article 8.2e petit 6, en qualité de coauteur indirect, article 25.3a, s'agissant de 2 filles de moins de 15 ans, l'une au camp de Boulé et l'autre assignée à l'escorte de Floribert Kisembo. Persécution en tant que crime contre l'humanité, article 7.1h,
en qualité d'auteur direct pour le meurtre d'un prêtre à Mongwalu dans le contexte de la première opération et en qualité de co-auteur indirect à Mongwalu, Zebi, Sayo et Kilo dans le contexte de la première opération et à Nyangarai, Lipri, Tsili, Kobu, Bambu, Sanji, Gola, Jitsu et Buli dans le contexte de la deuxième opération. Pillage en tant que crime de guerre, article 8.2e, petit 5, en qualité de co-auteur indirect, article 25.3a, pour le pillage de biens à Mongwalu et Sayo par des soldats de l'UPC-FPLC et dans le cas de Mongwalu par des civils également dans le contexte de la première opération et à Kobu, Lipri et Jitsu dans le contexte de la deuxième opération commis par des soldats de l'UPC-FPLC. Transfert forcé et déportation en tant que crime contre l'humanité. Article 7.1d et le fait d'ordonner le déplacement de la population civile en tant que crime de guerre. Article 8.2e, petit 8, en qualité de co-auteur direct. Article 25.3a à Mongwalu dans le contexte de la première opération et à Lipri, Tsili, Kobu et Bambu dans le contexte de la deuxième opération. Le fait de procéder à la conscription et à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans un groupe armé entre le 7 août 2002 et le 31 décembre 2003 ou vers ces dates et de les faire participer activement à des hostilités entre le 6 août 2002 et le 30 mai 2003 ou vers ces dates. En ce qui concerne la participation d'enfants de moins de 15 ans à la première opération et à l'attaque de Bunia par l'UPC-FPLC en mai 2003, l'utilisation d'enfants de moins de 15 ans comme garde du corps des soldats et des commandants de l'UPC-FPLC, y compris de Bosco Ntaganda lui-même et du président de l'UPC, Thomas Lubanga, et l'utilisation d'enfants de moins de 15 ans pour les faire recueillir des renseignements sur les forces ennemies et le personnel de la MONUC. Crime de guerre, article 8.2e, petit 7, commise en qualité de co-auteur indirect, article 25.3a. Fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens protégés en tant que crime de guerre, article 8.2e, petit 4, en qualité de co-auteur indirect, article 25.3a du statut, contre le centre de santé de Sayo dans le contexte de la première opération. Destruction de biens de l'ennemi en tant que crime de guerre, article 8.2e, petit 12, en qualité de co-auteur indirect, article 25.3a à Mongwalu et Sayo dans le contexte de la première opération et à Lipri, Tsili, Kobu, Jitsu, Buli et Sanji dans le contexte de la deuxième opération. Monsieur Ntaganda, je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Monsieur Ntaganda, pouvez-vous vous lever, s'il vous plaît? Monsieur Ntaganda, pour les raisons que je viens de résumer, la Chambre a reçu toutes les observations des parties et des participants et vous considère coupable
coupable de meurtre en tant que crime contre l'humanité, chef numéro 1. En ce qui concerne le chef numéro 2, coupable de meurtre constitutif de crime de guerre. En ce qui concerne le chef numéro 3, coupable de diriger intentionnellement des attaques contre des civils constitutifs d'un crime de guerre. Chef 4, 5 et 6, viol en tant que crime contre l'humanité et en tant que crime de guerre. Chef 7, 8 et 9, esclavage sexuel en tant que crime contre l'humanité et en tant que crime de guerre. Chef 10, persécution en tant que crime contre l'humanité. En ce qui concerne le chef numéro 11, coupable de pillage en tant que crime de guerre. Chef 12, coupable de transfert forcé de population en tant que crime contre l'humanité. Chef 13, coupable d'ordonner le déplacement de la population civile en tant que crime de guerre. En ce qui concerne les chefs 14, 15 et 16, coupable de procéder à la conscription et à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans et de les faire participer activement à des hostilités en tant que crime de guerre. Chef 17, coupable d'attaque intentionnelle contre des biens protégés en tant que crime de guerre. Et s'agissant le chef 18, coupable de destruction de biens de l'ennemi en tant que crime de guerre. Monsieur Ntaganda, vous pouvez maintenant vous rasseoir. Monsieur Ntaganda attend, je crois, que l'interprétation soit terminée. Monsieur Ntaganda, à la suite du pressant jugement, vous resterez en détention jusqu'à ce que la Chambre ait reçu les observations des parties et des participants et tenu une audience distincte consacrée aux questions se rapportant à la peine. Nous invitons les parties à déposer une requête en ce qui concerne la peine sur la base de ces requêtes. Et, si nécessaire, en consultation avec les parties, la Chambre déterminera les délais pour ces dépositions d'écriture et les entendra aussi tôt que possible. La totalité du jugement sera notifiée à la clôture de cette audience. Monsieur Ntaganda, vous pouvez interjeter appel du présent jugement dans un délai de 30 jours. S'agissant de la peine, la Chambre a considéré quelles étaient les parties du jugement que vous pouviez lire vous-même et une traduction en Kinyarwanda de ces parties sera entamée dès aujourd'hui. Vous recevrez cette traduction dès qu'elle sera prête. Ceci conclut l'audience. Je remercie tous les présents et je lève la séance.